Je vais passer la parole maintenant à Anthony Barthélémy. Donc, comme je disais, Anthony est chercheur à l'école vétérinaire de Lyon. Il a travaillé particulièrement dans toutes les questions de problèmes d'agression pulmonaire et vasculaire par des pathogènes. Je laisse la parole pour 20 minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, je me remercie l'Académie vétérinaire de France pour m'avoir invité, fait ce confinement. Et donc c'est avec grand plaisir que je vais vous parler pendant les 20 prochaines minutes de la prise en charge médicale de la leptospirose chez le chien. Donc tout d'abord, sous ce premier titre un petit peu polémique, je vais revenir sur des choses qui ont été abordées par Marine. C'est la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on parle de une ou de plusieurs à la leptospirose? Les recommandations que je vais vous faire aujourd'hui dans mon exposé vont être certes certaines sur la base de mon expérience personnelle, mais également sur des recommandations, des séances de consensus qui ont été publiées chez l'animal. À ce jour, on a 2 séances de consensus. La première, qui a été publiée en 2011 par les Américains, sur la base de nombreux rapports de cas qui ont été publiés en Amérique du Nord, mais de manière plus récemment, en lien avec la recrudescence des cas dans les savants d'Europe, une nouvelle séance de consensus a été édictée en 2015 sur une forme européenne qui s'avère beaucoup plus sévère que la forme américaine. La leptospirose aux États-Unis est une gentille maladie par rapport à ce qu'on retrouve en France, avec des particularités propres qui sont, comme Marine l'a dit, liées à des sérobares qui sont différents. Et c'est Australis qu'on a en Europe, et c'est Australis effectivement qui nous crée des sévérités majeures dans l'expression de la maladie. Et donc on a des particularités de la forme européenne avec ce fameux syndrome d'hémorragie pulmonaire associé à la leptospirose qu'on trouve aux États-Unis. La présence d'intussusception intestinale qu'on rencontre en Europe et pas aux États-Unis, et également la présence de mycocèles biliaires. Comme Marine vous l'a donc, juste mes recommandations seront basées sur le consensus européen, même s'il se rapproche du consensus américain. Comme Marine vous l'a expliqué, effectivement, la leptospirose est une maladie dont l'expression clinique est très variée, polymorphe, et dont la sévérité des signes cliniques est également très variée. D'un simple syndrome fébrile, que souvent nous, comme vétérinaire, on ne voit pas, jusqu'à un syndrome de défaillance multi-organique pouvant aboutir à la mort de l'animal. Et sur mon expérience personnelle, les formes de leptospirose que je rencontre le plus fréquemment en SIAMU sont en premier la forme rénale, dans 100% des cas, va venir ensuite la forme pulmonaire, puis conjointement vont venir les formes hépatiques et les formes digestives, et enfin les désordres de l'hémostase. Les autres sont beaucoup plus anecdotiques, et en quelques années, j'ai dû voir un cas de myélite, un cas de méningite. Par contre, les myalgies sont beaucoup plus difficiles à documenter. Sur quoi va se baser la prise en charge médicale de la leptospirose? Un sorte de plan, un traitement spécifique, l'antibiothérapie, et ensuite le traitement symptomatique, à savoir le soutien des grandes fonctions. Donc, commençons tout d'abord par l'antibiothérapie. Est-ce que l'antibiothérapie est la pierre angulaire du traitement de la leptospirose? Je ne sais pas, je réponds tout de suite à cette question. Il existe des controverses sur l'efficacité de l'antibiothérapie chez l'homme. Si on se base sur les dernières méta-analyses faites par les instituts Cochrane, en partant de 7 essais qui étaient randomisés, les conclusions des auteurs étaient qu'il n'y avait pas d'évidence suffisante pour concilier l'utilisation ou non des antibiotiques dans la leptospirose, parce qu'on ignorait si effectivement le traitement antibiotique était efficace dans la leptospirose. Il manque encore d'études pour éclaircir ce point. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé préconise, elle, l'utilisation la plus précoce possible d'antibiotiques, d'initier le plus précocement possible l'antibiothérapie, bien qu'à partir du 5e jour après l'expression des signes, l'efficacité de l'antibiothérapie reste controversée. Pour les consensus faits chez nos carnivores domestiques, l'antibiothérapie est recommandée. Les antibiotiques de première intention qu'on va utiliser sont la doxycycline et la pénicilline. Vous savez, en France, mais ça va être valable dans tous les pays, on va avoir quand même une problématique liée à l'utilisation de ces antibiotiques. La problématique liée à l'utilisation de l'oxycycline, c'est qu'on n'a pas de formulation injectable vétérinaire, ce qui peut être gênant sur l'animal débilité, et la doxycycline est un antibiotique plutôt à éviter chez un animal qui présente des signes digestifs caractérisés socialisés. La problématique liée à l'utilisation de pénicilline, c'est qu'on n'a pas de formulation IV injectable en médecine vétérinaire. On va utiliser des formulations humaines, et on n'a pas de formulation injectable à courte durée. Les pénicillines qu'on
qu'on a, c'est pour des durées moyennes ou longues, 3 à quelques jours, et on ignore complètement les concentrations plasmatiques obtenues à partir de ces antibiotiques si on est au-dessus des CMI nécessaires pour une leptospirose. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autres antibiotiques dans la leptospirose. La doxycycline et les pénicillines sont suffisamment efficaces. Il n'y a vraiment pas besoin de sortir d'autres antibiotiques. Regardons ces deux options-là. Donc le protocole que je proposais et celui qu'on utilise depuis des années, c'est le même qui est dicté dans le consensus européen. Donc on va utiliser en première intention l'association ampicilline sulbactam, l'unacinum, à la dose de 25 mg par kilo par voie intraveineuse, toutes les 6 à 8 heures pendant 7 jours, ou le temps d'hospitalisation si celui-ci est inférieur à 7 jours. Et on va faire un relais à l'aide de l'oxycycline peros à la dose de 10 mg par kilo, une fois par jour pendant 14 jours. Ces doses d'ampicilline peuvent peut-être vous surprendre. Si on parlait de l'ampicilline, ça serait les mêmes. Vous savez souvent sur la RCP, on voit cette dose de 10,5 mg par kilo 2 fois par jour. C'est une dose qui a totalement été abandonnée en urgence et en soins intensifs maintenant depuis plus de 5 ans, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui est important à prendre en considération, c'est les caractéristiques de cet antibiotique, des pénicillines. On a augmenté les doses. L'ampicilline est un antibiotique hydrosoluble. Lorsque vous allez mettre vos animaux sous phytothérapie, vous allez augmenter leur volume intravasculaire. Si vous augmentez leur volume intravasculaire, vous allez diminuer la concentration plasmatique de l'antibiotique sur la 12,5 mg par kilo. Et vous allez ainsi passer sous la CMI. C'est pour ça qu'on a augmenté les doses. Et pour en augmenter les fréquences, tout simplement, l'ampicilline est un antibiotique temps dépendant. Plus j'augmente la fréquence d'administration, plus je vais être au-dessus de la CMI le plus longtemps possible au cours de la journée. Voici pour l'anticyclothérapie. Maintenant, je vais parler du soutien des différentes grandes fonctions vitales. Et je vais commencer parce que c'est vraiment, comme Marine l'a dit, 80 à 100% des animaux qui ont une leptospirose expriment, des chiens, pardon, qui ont une leptospirose expriment une innocence rénale. Donc je vais commencer par celle-ci. Et pour moi, la clé du succès dans la prise en charge de la fonction rénale, c'est vraiment le monitorage rigoureux, précis et régulier de la diurèse. Pour ce faire, le plus simple, ça sera de poser une sonde urinaire à demeure à votre animal. Vous allez relier votre sonde urinaire à un système de récolte clos des urines pour pouvoir quantifier au mieux, le plus régulièrement possible, la diurèse de votre animal. Et vous savez qu'on va pouvoir caractériser la fonction excrétive du rein en fonction de cette diurèse. On parlera d'oligurée lorsque la diurèse est inférieure à 1 ml/kg et d'anurie lorsque cette dernière est inférieure à 0,2 ml/kg. Et c'est cette diurèse qui va conditionner ma prise en charge médicale derrière. Si celle-ci est normale, quel est le pilier de mon traitement? Eh bien, c'est la thérapeutique liquidienne que vous connaissez, la fluothérapie. Les solutés de choix vont être les cristalloïdes isotoniques, le ringe à lactate ou le NaCl 90%, avec une forte préférence pour le ringe à lactate qui est moins riche en chlore. Et quel est le rythme que je vais utiliser? Ben là, ça va dépendre du patient, mais par contre, il y a un certain nombre de critères que je vais devoir prendre en compte. Tout d'abord, la maintenance, l'entretien. Donc, il est de 50 ml par kilo par jour chez le chien, soit environ 2 ml/kg. Je vais prendre en compte ensuite les différentes pertes de fluide que je vais avoir à l'échelle de l'organisme. Donc, tout d'abord, les pertes urinaires, si elles sont présentes. Ensuite, les pertes digestives. Comme Marine vous l'a rappelé, on a énormément de chiens qui présentent des vomissements et de la diarrhée à l'admission lors de la leptospirose. Et prendre également la déshydratation extracellulaire dans le compte. Je vous ai remis la petite formule pour prendre en compte cette correction. Pour dire qu'au final, le rythme de la phytothérapie que vous allez utiliser va être conditionné par la diurèse et va souvent être en fait 1 à 2 ml par kilo et par heure de plus que la diurèse. Il va toujours falloir que vos apports soient supérieurs aux pertes de l'animal. Que faire par contre si ma diurèse est compromise? Est-ce que je fais de la phytothérapie? Non, je vais plutôt éviter. La phytothérapie va être délétère dans ce cas-là, car elle va potentiellement entraîner une surcharge volumique qui va pouvoir être mortelle. Que faire? Essayer le protocole de diurèse forcée à base de mannitol et de furosémide. Pourquoi pas? Malheureusement, ils sont plus souvent inefficaces. Si jamais vous utilisez le protocole de diurèse forcée, allez-y, on dose de furosémide, faites des grosses doses de 4 à 8 mg par kilo, mais souvent, malheureusement, c'est inefficace. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? En fait, c'est recourir aux techniques d'épuration extra-rénale. Et d'autant plus que vous avez des propriétaires qui sont motivés, référez le chien dans un centre de dialyse le plus rapidement possible. Qu'est-ce que c'est l'épuration extra-rénale? C'est une technique qui vise à suppléer la fonction rénale défaillante en éliminant à la fois les déchets cataboliques azotés du sang et l'excès d'eau du corps et un circuit de circulation extracorporelle. Alors, normalement, c'est une vidéo. Je suis désolé, on ne peut pas se lancer, bon, c'est pas grave.
On va définir différentes modalités de dialyse. Tout d'abord, l'hémodialyse, dont le transfert des molécules va reposer sur un principe diffusif, ce qui va permettre l'épuration du sang. On va ensuite avoir l'hémofiltration, dont le transfert des molécules repose sur un principe convectif, qui va permettre l'ultrafiltration du sang, c'est-à-dire le traitement de cette fameuse surcharge volumique. Et également l'hémodiafiltration, qui va combiner les deux phénomènes, permettant la épuration du sang et l'ultrafiltration. À titre d'exemple, aussi ce qu'on réalise l'hémodiafiltration véno-veineuse intermittente. Quand dois-je avoir recours à la dialyse? Je vais vous présenter maintenant les 4 indications absolues où normalement il faut aller en dialyse le plus rapidement possible. Si votre chien présente une oligoanurie, on l'a dit. S'il présente une hypercalémie, s'il n'y a pas de diminution des paramètres rénaux après 12 à 24 heures de phytothérapie adéquate à l'état de l'animal, et enfin si votre chien présente des signes cliniques, radiographiques et échographiques de surcharge volumique. Et bien évidemment, dans le cas de la leptospirose, on a coexistence de ces 4 indications. Effectivement, ça peut sembler jusqu'au boutiste comme démarche, mais je vous avoue que ça ne l'est pas. Et c'est pas forcément, c'est vraiment au propriétaire de prendre la décision s'il veut dépenser de l'argent à ce moment-là, à ce que son animal aille en dialyse. Mais ce n'est pas une technique de dernière chance, c'est vraiment une technique de première chance. Et ça, les 2 séances de consensus américains et européens sont clairs là-dessus. Si un animal qui a la leptospirose rentre dans cette catégorie concernant son insuffisance rénale, il faut qu'il parte en dialyse le plus rapidement possible. Et selon mon expérience, plus ces animaux non les tôt, plus on va réussir à les sauver rapidement avec moins de séances de dialyse, moins de morbidité, une hospitalisation plus courte et surtout, ils vont s'en sortir. Concernant maintenant le soutien de la fonction respiratoire. Les principes du soutien de la fonction respiratoire, là pour le moment, ne sont pas propres à la leptospirose, mais je vais vous faire quelques rappels sur la prise en charge médicale d'un animal qui est dyspnéique. Le principe va reposer sur 2 plans. Tout d'abord, l'optimisation de la fraction respiratoire en oxygène, et ensuite, la diminution de la demande ou consommation d'oxygène des tissus. L'optimisation de la FiO2 va reposer sur la mise en place d'une oxygénothérapie immédiate qui va viser à corriger l'hypoxémie en augmentant la quantité d'oxygène dans le sang, mais également viser à corriger l'hypoxie en augmentant la quantité d'oxygène aux tissus. Et ensuite, on va diminuer cette fameuse consommation en oxygène des tissus en sédatant et en traitant la douleur de l'animal. Même s'il n'a pas mal, l'utilisation d'un morphine n'est pas assujettie à la douleur chez l'animal, et surtout s'il est dyspnéique. Comment j'optimise ma fraction respiratoire en oxygène? C'est l'oxygénothérapie. Vous savez qu'il existe différentes techniques, différentes modalités, dont l'utilisation sera faite en fonction du patient et de la structure. Je vous ai remis ici les principales modalités d'oxygénothérapie. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Et le premier geste à faire sur un animal qui est dyspnéique, c'est lui mettre de l'oxygène. L'oxygène est le premier médicament de la réanimation. À quoi sert de diminuer la consommation en oxygène? Alors, je ne vais pas revenir sur cet arbre des interactions que je demande à mes étudiants d'apprendre par cœur, mais simplement, c'est pour vous rappeler que le paramètre physiologique le plus important de l'organisme, c'est ce qu'on appelle la DDO2. La DDO2, c'est la quantité d'oxygène que l'on distribue au tissu. Cette DDO2 dépend des interactions de 2 systèmes organiques, le système cardiovasculaire via le type cardiaque et le système respiratoire via le complément artériel en oxygène. On a d'autres facteurs qui ont influencé cette DDO2, et notamment ce qu'on appelle la VDO2, qui est la consommation en oxygène concomitante. Vous comprendrez aisément que ma distribution en oxygène au tissu va diminuer si parallèlement mon animal en consomme énormément. Donc le deuxième plan du soutien à la fonction respiratoire, c'est de diminuer cette DDO2. Et comment je la diminue? En sédatant mon animal, en utilisant des opiacés. Et je vais même aller plus loin dans ce cadre-là. L'opiacé de choix sur un animal qui est dyspnéique, qui sera le butorphanol, de par sa valeur sédative, en étant agoniste des récepteurs kappa. Mais si vous n'avez pas de butorphanol dans votre clinique, plus que le choix de l'opiacé, le plus important est d'administrer un opiacé. Donc ça, c'était des principes qui n'étaient pas spécifiques à la leptospirose. Et que faire pour ces fameuses hémorragies pulmonaires associées à la leptospirose? Ce que je vous recommanderais tout d'abord, c'est votre animal est stable, et seulement si votre animal est stable. C'est un préambule important de réaliser des radiographies thoraciques pour effectivement faire un bilan lésionnaire. Marie vous a montré tout à l'heure, effectivement, ce sont des radiographies typiques qu'on a à Lyon sur nos leptospirose, avec effectivement ces patchs interstitio-alvéolaires, cet aspect floconneux qui est complètement distribué dans l'ensemble du champ pulmonaire, qui représente des hémorragies pulmonaires, parce que si on en vient aux analyses histologiques, je vous explique pourquoi je vous ai mis quelques analyses histologiques. Donc ici vous avez une coupe de poumon, vous pouvez voir ici les différents septa alvéolaires, et au milieu, alors qu'on doit retrouver de l'air, on voit que les lignes alvéolaires sont emplies d'hématies. Ce sont bien des hémorragies intrapulmonaires. Les vaisseaux pulmonaires, eux, sont comblés par des thrombies.
Et on va également retrouver à l'intérieur des lumières alvéolaires la présence de macrophages. A priori, les hémorragies pulmonaires rencontrant la leptospirose ne sont pas une conséquence d'un déficit hémostatique. Ce n'est pas un truc de la coagulation, c'est une mise en jeu du système immunitaire localement. Du coup, depuis plusieurs années, la question qui se pose, c'est dans le traitement de ces hémorragies pulmonaires, est-ce que je peux utiliser des traitements immunomodulateurs, et notamment des glucocorticoïdes? Pour le moment, en médecine humaine, il n'y a pas assez de preuves médicales basées sur les faits et les résultats sont contradictoires. J'ai mis notamment une étude qui montrait que l'utilisation de l'hexaméthasone n'améliorait pas le pronostic. Un cas clinique et une autre étude qui montrait que l'utilisation de méthylprénisolone pouvait améliorer le pronostic. Donc pour le moment, en médecine vétérinaire, pour le moment, c'est néant. Donc l'utilisation de traitements immunomodulateurs est vraiment laissée à la discrétion du clinicien face à des hémorragies pulmonaires. Et lorsque ça empire, il va falloir être très invasif et avoir recours effectivement à la ventilation assistée. Donc, je m'excuse, c'est également un film ici. Donc vous avez ici un chien qui est sur notre table de réanimation et qu'on ventile manuellement. Ici, un animal qu'on ventile mécaniquement et sur lequel on fait également une séance de dialyse. Mais on sait que dans ces cas-là, malheureusement, la mort est proche. Si vous voulez aussi, nos animaux de leptospirose meurent toujours de la même façon. Ils deviennent très dyspnéiques. On les intube. On les trouve du coup, on les endort, on les intube pour libérer le corps respiratoire. Là, ils nous font une hémoptysie massive. On a 2, 3, 4 litres de sang qui refluent par la sonde endotrachiale, arrêt cardiaque. En 5 minutes, ça finit toujours pareil, malheureusement. Et ceux-là, on les perd. Quelques mots sur le soutien de la fonction hémostatique. Près de 26% des cas qui nous sont présentés au SAMU présentent des signes de diathèse hémorragique, que ce soit des signes en lien avec un déficit d'hémostase primaire, comme des thrombopénies ou des hémostases secondaires, telles que des suffusions, des hématomes ou des hémorragies buccales. Et bien là non plus, il n'y a pas de preuve médicale basée sur les faits. Donc ce que je pourrais vous conseiller à titre personnel lors d'hémorragie hors pulmonaire, donc d'hémorragie en lien avec un déficit du processus hémostatique, c'est d'utiliser un antifibrinolytique, l'acétyltransexamique, l'hexacil, molécule vieille comme le monde, à la dose de 10 mg par kilo en nivellant toutes les 8 heures. Et ensuite, si vous le pouvez, de pouvoir apporter des facteurs de coagulation via des transfusions de produits sanguins, soit de sang total, de plasma frais ou frais congé, ou de globule. Mais sinon, rien de spécifique à la leptospirose. Concernant le soutien à la fonction digestive et le soutien nutritionnel, en préambule, ce que je vais vous conseiller également sur ces animaux, sur ces chiens qui ont la leptospirose, de faire une échographie abdominale de manière systématique. Nous avons publié, là en ce début d'année, dans le Web Radiol, une étude qui a montré que les animaux qui nous avaient été présentés pour la leptospirose avaient tous au moins une échographie, une anomalie à leur échographie abdominale, et que malheureusement certaines anomalies en fait, ne requieraient pas un traitement médical, mais un traitement chirurgical. Et pour la fonction digestive, c'est notamment ces fameuses intusceptions. On a rencontré non seulement sur des animaux qui font moins de 1 an, comme en Suisse, sur cette étude-là, également aux Pays-Bas et en Allemagne. À chaque fois, j'ai des chiens qui font moins de 1 an. Ça concerne le jejunum et ils présentent des intusceptions. Notre prévalence, nous au SAMU, est de 6% sur lesquels sont présentés. En Suisse, la prévalence d'intusception est de 8%. Et bien évidemment, un traitement chirurgical sera nécessaire dans ces cas-là. Sinon, le soutien de la fonction digestive n'est pas spécifique dans la leptospirose. Vous savez que c'est une approche multimodale qui va pouvoir reposer sur l'utilisation d'antiémétiques, soit centraux, plus ou moins associés à des gastrokinétiques et le méthoxypramide, l'utilisation d'antiacides. Nous, notre préférence personnelle va aller sur les inhibiteurs de la pompe à qui sont plus efficaces que les anti-H2, et également des protecteurs de muqueuse digestive, tels que le sulfalphate. Ce qui va être également important, c'est de nourrir l'animal. D'autant plus que, croyez-moi, la leptospirose est vraiment une maladie cachetisante. Les animaux peuvent perdre 30% du poids de leur corps en quelques jours. Et c'est des choses qu'on voit vraiment très, très fréquemment. Vous savez qu'un entérocyte a besoin, pour son métabolisme de nutriments, qui vont venir du sang, mais surtout 75% des nutriments des entérocytes vont venir du contenu digestif. Et à partir du moment où on n'aura pas de passage de bol alimentaire, on va avoir un ralentissement métabolique, ce qui va diminuer les capacités de digestion et d'absorption des entérocytes, augmenter la perméabilité de l'entérocyte, diminuer l'intégrité de la barrière, ce qui va également favoriser les translocations bactériennes. Donc, si votre animal est anorectique depuis au moins 2 jours, nourrissez-le le plus possible. Mettez une sonde. Donc, vous voyez ici, c'est un chien et là c'est un chat qui avait la leptospirose. Les deux ont leur sonde nasogastrique. Donc, nous on préfère les sondes nasogastriques simplement parce qu'elles permettent de quantifier le reflux gastro-œsophagien avant chaque repas et ça va conditionner en fait notre thérapeutique gastrokinétique. On va utiliser une alimentation liquide, on va fractionner le repas en 4 à 6 repas par jour.
On va prendre la formule classique des besoins énergétiques au robot et on va commencer à renourrir un tiers des besoins le premier jour. Et évidemment, l'impératif ça sera de contrôler les vomissements. Concernant le soutien de la fonction hépatobiliaire, excusez-moi, avec le changement de Mac, il y a des choses qui ne sont pas passées. Donc en préambule, pareil, je vous préconise la réalisation d'une échographie abdominale. Pourquoi? Parce que donc, nous sommes les premiers à le décrire, bien qu'il y avait nos confrères en Suisse en ont également vu. Donc nous avons décrit que parmi tous nos cas d'électrospirose, on avait 26% des chiens à l'émission qui présentaient une mucoselle biliaire. Vous voyez cet aspect de kiwi qui était tranché. Et la mucoselle biliaire va nécessiter tout ou tard un traitement chirurgical. Pas forcément dans l'urgence, bien qu'on ait eu 2 cas de chiens avec leptospirose dont on a dû traiter la mucoselle biliaire pendant l'hospitalisation. Mais c'est pourquoi vraiment, parce qu'on est en Europe, je vous recommande la réalisation d'une échographie abdominale. Quant au traitement, là aussi c'est clinicien dépendant, il n'y a pas de preuve médicale basée sur les faits. Est-ce qu'on peut utiliser des hépatoprotecteurs, des cholérétiques, de la glutaluca? Oui, tout à fait. Jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, on n'a pas d'effet délétère de ces molécules. Donc, simplement en conclusion, rappelez effectivement que l'expression clinique de la leptospirose est excessivement variée, son intensité est variée, on peut vraiment avoir une défaillance multi-organique, que la base de traitement spécifique, c'est bien évidemment l'antibiothérapie, l'oxycycline ou pénicilline, et ensuite ça va être en deuxième partie le soutien à l'intervention sanitaire. Je vous remercie pour votre attention. Grand merci Anthony pour cette présentation extrêmement claire, extrêmement complète. Je pense qu'il aussi va pouvoir initier un certain nombre de questions